À 59 ans, dans la lumière feutrée d'un plateau télévisé, David Hallyday a prononcé quelques phrases qui ont figé les téléspectateurs. Il n'a pas crié, il n'a pas accusé. Il a simplement laissé tomber une vérité qu'il avait portée trop longtemps. Quand il explique qu'il ne faut pas vivre avec des rancœurs, son regard ne trahit ni haine ni résignation. Il dégage seulement la fatigue d'un homme qui a vu sa famille se déchirer sous les yeux du pays entier et qui sait que certaines blessures ne se referment jamais vraiment. Depuis la disparition de Johnny, en décembre 2017, la France a vécu cette histoire comme un feuilleton national. L'annonce du testament, les procédures entre Los Angeles et Paris, les interviews qui s'entrechoquaient, les accusations à peine voilées sur les plateaux de télévision. D'un côté, Laetitia et ses filles Jade et Joy. De l'autre, David et Laura, écartés de l'héritage, blessés par un document qui semblait effacer des décennies d'amour, de respect et de complicité musicale. Les Français se souviennent de la violence de cette révélation. Le fils aîné du plus grand rocker du pays, celui qui avait composé pour lui l'un de ses albums les plus vendus, apprenait par voie de presse qu'il n'hériterait de rien. Pas une guitare, pas un manuscrit, pas même une lettre expliquant ce choix. Pendant que les plateaux télé s'enflammaient, David, lui, se taisait. Il se retirait derrière un silence que beaucoup prenaient pour de la froideur, mais qui n'était que douleur. Car derrière les chiffres, les procès et les droits d'auteur, une question plus intime hantait la France. Jusqu'où Laetitia avait-elle réellement contrôlé l'héritage, l'image et la mémoire de Johnny Hallyday? Jusqu'où avait-elle tenu les rênes d'un empire fragile, parfois au détriment des enfants aînés? Depuis des années, le public murmurait ces interrogations sans jamais obtenir de réponse claire. Et voilà qu'à 59 ans, David parle enfin. Pas pour relancer la guerre, pas pour se venger, mais pour dire ce qu'il avait vu, vécu, compris, pour confirmer ce que tant de gens soupçonnaient sans oser l'affirmer, pour tracer la ligne entre ce qu'il peut accepter et ce qu'il ne pardonnera jamais. Ce soir-là, la France a compris que ce n'était pas une simple confession. C'était une rupture du silence, un point final posé sur 7 années de non-dits et de blessures. Pour comprendre la portée des mots de David Hallyday à 59 ans, il faut revenir à l'origine de son histoire. Il est né en 1966 au cœur d'une famille que la France connaissait trop bien. Johnny Hallyday et Sylvie Vartan formaient alors un couple mythique, un rêve scintillant dans un pays en pleine révolution culturelle. Leur fils grandissait dans une lumière qui ne lui appartenait pas, pris entre un père qui embrasait les scènes et une mère qui illuminait les écrans. Mais l'enfance de David n'a rien d'un conte doré. Lorsque Johnny et Sylvie se séparent, il n'a que 6 ans. Il apprend très tôt que l'amour peut se briser sous les flashs des photographes et que l'intimité n'existe pas quand tout un pays observe chacun de vos gestes. Une partie de son enfance se déroule à Paris, l'autre à Los Angeles, dans un monde où les allers-retours deviennent la norme et où les absences paternelles creusent des silences que seule la musique réussit à combler. C'est dans cette musique que David trouve son refuge. Alors que Johnny brûle ses nuits dans le tumulte du rock, David cherche la rigueur du studio, la logique mélodique, le calme que la célébrité n'a jamais offert à ses parents. À la fin des années 80, il sort son premier album True Cool et rencontre immédiatement un succès considérable. La France découvre un artiste qui n'a pas besoin du nom de son père pour exister. À travers ses textes, il exprime l'envers du décor, la fragilité d'un garçon qui a grandi dans les interstices du glamour et du chaos. La relation avec Johnny est faite d'élan de rupture et de réconciliation silencieuse. Lorsque David compose plus tard l'album 100% pour son père, la France comprend que le lien musical entre les deux hommes est plus solide que les mots qu'ils ne se sont jamais dit. Pourtant, sous cette complicité artistique demeure une blessure profonde, celle d'un fils qui n'a jamais cessé de chercher une place dans une histoire qui semblait toujours écrite par d'autres. Et c'est précisément cette blessure qui donne tout son sens à ce qui va suivre. Car lorsque Johnny disparaît en 2017, le silence auquel David était habitué va prendre une forme brutale. Il ne s'agit plus seulement de l'absence d'un père, mais de l'effacement d'un fils. Ce qui arrive ensuite va définitivement faire basculer la famille Hallyday. Lorsque Johnny Hallyday s'éteint le 5 décembre 2017 dans sa maison de Marnes-la-Coquette, la France se fige. Le pays perd son rocker, son mythe, son repère émotionnel. Les foules se rassemblent, les caméras filment, les radios diffusent « Tatoue-moi » et « Que je t'aime » en boucle. Pour des millions de Français, Johnny n'est pas seulement une star.
Il est un souvenir, une époque, un chapitre entier de la vie du pays. Dans cette tempête collective, David et Laura tentent de vivre leur deuil en silence. Ils viennent de perdre un père qu'ils ont toujours aimé même lorsque sa vie défaillait loin d'eux. Leurs premières réactions sont discrètes, presque contenues, mais derrière cette pudeur se cache un bouleversement dont personne ne connaît encore l'ampleur. Quelques semaines plus tard, la nouvelle tombe comme un choc. Un testament rédigé en Californie lègue l'intégralité du patrimoine de Johnny à Laetitia et à leurs 2 filles, Jade et Joy. L'intégralité signifie absolument tout. Les maisons, les voitures, les droits d'auteur, les royalties, les objets personnels, les chansons, les souvenirs, les manuscrits, l'image même de Johnny. Tout est transmis au même cercle sans que le nom de David ou celui de Laura n'apparaissent une seule fois dans le document. La France découvre alors qu'en droit californien, un parent peut léguer la totalité de sa succession à une seule personne. Mais en droit français, c'est impossible. Les enfants ont droit à une part réservataire quoi qu'il arrive. 2 visions du monde s'entrechoquent. 2 cultures juridiques se cognent. Et dans l'œil du cyclone se trouvent 2 enfants déconcertés, blessés, humiliés. Pour David, ce n'est pas seulement une question d'argent. Ce sont des années de vie partagées, de concerts de réconciliation, de travail artistique balayés par une page de papier. Lui qui avait composé pour Johnny l'un des albums les plus marquants de sa carrière, lui qui pensait avoir retrouvé sa place dans le cœur de son père, découvre qu'il a été effacé d'un trait de plume. Il n'en parle pas publiquement. Il se tait encore une fois. Mais son silence, cette fois, a un poids insoutenable. Dans les médias, les premières réactions éclatent. Les chroniqueurs s'interrogent, les avocats se mobilisent, les fans s'indignent. Comment un père peut-il déshériter ses propres enfants? Pourquoi ce document a-t-il été signé à Los Angeles et non en France? Qui a influencé quoi? Qui a conseillé quoi? Une question finit par émerger au-dessus de toutes les autres. Quel rôle Laetitia a-t-elle joué dans cette décision? La jeune veuve se retrouve immédiatement au centre du drame. Certains la décrivent comme une femme dévouée protectrice assurant la stabilité affective de Johnny. D'autres murmurent qu'elle aurait forgé une bulle autour du chanteur contrôlant les visites, les déplacements, l'accès aux proches. Dans les couloirs des plateaux télé, une rumeur enfle. Et si Laetitia avait eu plus de pouvoir qu'on ne le croyait? Lorsque Laura Smet publie sa lettre ouverte déclarant qu'elle n'a même pas pu dire adieu à son père, la France retient son souffle. Quelques jours plus tard, elle conteste officiellement le testament en justice. David choisit de la rejoindre, mais sans fracas, sans intervention médiatique, sans phrase assassine. Il se contente d'un communiqué mesuré, presque trop calme, qui tranche avec la violence de ce qui est en train de se produire. La bataille devient alors une affaire nationale. Les biens de Johnny sont gelés, les procédures s'accumulent, les interviews se multiplient, chaque mot prononcé dans la presse devient une preuve, une attaque, une défense. Et dans ce tumulte où tout le monde semble parler trop fort, une seule voix manque. Celle de David. Car lui seul sait ce que cette histoire représente vraiment. Il n'a pas seulement perdu son père, il commence à perdre peu à peu le droit de faire partie de la mémoire familiale. Et ce que Laetitia va décider de faire dans les mois suivants va creuser une fracture encore plus profonde. Lorsque les premières audiences débutent en 2018, on croit encore que l'affaire se résumera à un conflit juridique. Une question de loi. Une question de territoire. Mais très vite, quelque chose d'autre apparaît. Une ligne invisible tracée quelque part entre douleur intime et exposition publique, entre deuil familial et gestion d'un empire, une ligne que David s'en franchit sans pouvoir encore l'exprimer. Ce sentiment remonte bien avant le décès de Johnny. Dans l'entourage du chanteur, certains se souviennent d'un épisode précis longtemps resté dans l'ombre. En 2009, après une opération compliquée à Los Angeles, Johnny tombe dans un coma artificiel. David arrive à l'hôpital dans la nuit bouleversé. Ce qu'il voit le choque profondément. Devant la porte des photographes, attendent flash près caméra sortie, comme si la souffrance de son père était devenue un décor de documentaire. Pour David, ce moment restera une blessure sourde. Il ne dira jamais explicitement qui a permis cela, mais à ses yeux, cette intrusion dans l'intime n'aurait jamais dû avoir lieu. Il en parlera plus tard, en termes simples. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi. Derrière cette phrase, il y a la certitude
que la frontière sacrée entre la douleur d'un fils et l'image publique d'une légende avait été franchie. Après la mort de Johnny, ce sentiment se ravive. Tandis que les tribunaux débattent, Laetitia multiplie les projets autour du nom Hallyday. Expositions documentaires, objets personnels dévoilés au public. Pour certains, c'est un hommage. Pour David, c'est un vertige. Lors de la visite d'une grande exposition organisée à Paris, il sort en silence, avant de lâcher quelques mots qui résonnent aujourd'hui encore. Ce que j'ai vu là ressemble au butin d'un cambriolage. Dans sa bouche, ces mots ne sont pas une attaque impulsive. Ils sont le constat amer d'un homme qui sent qu'on transforme ce qui lui reste de plus précieux en vitrine commerciale. Ce que les médias racontent alors, c'est une guerre autour de l'héritage. Mais ce que vit David intérieurement est tout autre. Il voit son père devenir une marque, une icône exploiter un mythe que l'on arrange selon les besoins du moment. Et surtout, il se voit lui placer dehors. Non pas seulement écarté des biens, mais écarté de l'histoire. Comme si la version officielle ne contenait plus sa place. D'un autre côté, Laetitia commence à s'exprimer publiquement. Sur les plateaux télé, elle affirme avoir été seule à porter Johnny dans ces dernières années. Elle reproche à David son absence. Elle dit 6 années sans nouvelles, 6 années d'abandon. Ces mots, prononcés les yeux embués, frappent la France. Ils donnent l'image d'un homme qui aurait tourné le dos à ses demi-sœurs, à son père, à sa famille recomposée. David, lui, ne répond pas. Cette absence de réponse est un choix, pas un aveu. Ceux qui le connaissent savent qu'il refuse d'étaler ses blessures. Il préfère le calme du studio au vacarme médiatique. Mais ce silence nourrit l'incompréhension. Et pendant que les caméras se braquent sur Laetitia, la voix de David disparaît. Sa douleur, elle ne disparaît pas. Elle grandit dans l'ombre. Les années 2019 et 2020 deviennent les plus dures. Les audiences s'enchaînent. La presse s'empare du moindre détail. Les réseaux sociaux se déchirent. Les clans se forment. Chaque geste devient une preuve. Chaque absence devient un argument. David finit par comprendre que la bataille ne pourra jamais lui rendre ce qu'il a perdu. Ni l'adieu qu'il n'a pas pu dire à son père, ni les souvenirs transformés en vitrine, ni la certitude que sa place dans l'histoire familiale ne dépend pas d'un notaire. Alors, en juillet 2020, il prend une décision que personne n'attend. Il se retire du conflit. Il renonce à sa part. Il quitte la partie sans rien demander. La France s'interroge. Les commentateurs parlent de lassitude, de sagesse, de renoncement héroïque. Mais en vérité, son geste est beaucoup plus intime. David sait que se battre pour des murs, pour des droits, pour des chiffres, ne ramènera pas ce qui compte. Il choisit de sauver ce qui reste en lui. Sa mémoire, son amour, sa musique. Dans l'ombre de cette décision se cache une vérité que personne ne voit encore. Pour David, ce n'est pas la loi qui a blessé. Ce ne sont pas les millions. Ce n'est même pas la perte matérielle. Ce qui le blesse, ce sont les frontières franchies, l'intimité exposée, la mémoire manipulée, le récit façonné sans lui. Et ce qu'il dira à 59 ans n'aura rien d'un cri de vengeance. Ce sera la reconnaissance lucide de ce qu'il n'a jamais pu accepter. Ce que David va révéler ensuite à travers ses interviews va changer la perception du public. Pendant longtemps, David Hallyday a été cet homme qui traverse la tempête sans rien dire. Un artiste discret, un fils pudique, un frère loyal. Un homme marqué par l'idée que répondre au vacarme ne fait que l'amplifier. Mais en 2024 puis en 2025, quelque chose change. Pour la première fois depuis 7 ans, David accepte de parler. Pas de tout. Pas de manière spectaculaire. Il parle doucement avec la maturité de celui qui a survécu au tumulte. Et dans ce murmure enfin exprimé, la France entend ce qu'elle soupçonnait depuis des années. La première rupture du silence a lieu dans l'émission « Quelle époque ?» Invité pour parler de sa musique, il dévie naturellement vers ce qui l'habite encore. Il dit simplement qu'il ne faut pas vivre avec des rancœurs. Il explique que la haine consume et qu'elle finit toujours par détruire celui qui la porte. Le public est surpris par cette douceur. L'homme que beaucoup imaginaient brisé ou rancunier se révèle apaisé. On croit alors que l'heure de la réconciliation totale est arrivée, que les tensions feront place à une forme de paix. Mais cette impression ne dure pas. Quelques semaines plus tard, lors d'un entretien plus intime, David nuance sa position. Il reconnaît avoir laissé passer des années sans s'exprimer pour éviter d'alimenter une guerre familiale devenue incontrôlable. Puis il ajoute quelques mots qui changent
Il dit que certaines choses, il ne pourra jamais les pardonner. Il ne précise pas lesquelles. Il ne cite aucun nom. Mais tout le monde comprend. Les gestes, les décisions, les intrusions qui ont brisé l'équilibre délicat d'une famille déjà fragile. Les choix qui ont fait de la mémoire de Johnny un territoire disputé. Les années où l'on parlait pour lui, où l'on racontait son histoire à sa place. La France se souvient alors de ce qu'elle murmurait depuis longtemps. L'idée que Laetitia n'avait pas seulement géré l'héritage, elle l'avait dirigé, façonné, orienté, protégé parfois, exposé parfois selon un récit qu'elle seule contrôlait. Elle avait choisi ce qui devait être montré, raconté, vendu, célébré. Elle avait défendu le testament, pris la parole sur les plateaux, répondu aux critiques, accusé David d'absence, raconté son propre deuil à travers une mise en scène où tout semblait sous contrôle. Pendant que David lui se tenait à distance, réduisant sa voix à quelques phrases sobres. Et voilà qu'à 59 ans, il confirme implicitement ce que la France avait toujours senti. Sa douleur ne venait pas de la répartition des biens. Elle venait du sentiment d'avoir été effacé. Non seulement des droits, mais du récit. Non seulement d'une succession, mais d'une mémoire. Un fils qui n'avait plus sa place dans l'histoire de son propre père. Les photos publiées en août 2024 troublent encore davantage cette perception. On y voit David et Laetitia posant ensemble pour l'anniversaire de Jade. Une image que personne n'aurait imaginée quelques mois plus tôt. Les sourires semblent réels. L'atmosphère paraît apaisée. Certains y voient un signe de réconciliation profonde. D'autres y lisent un moment suspendu, un effort pour Jade, un geste humain plutôt qu'un pardon. David ne commente pas ces images. Mais lorsqu'on lui demande ce qu'il ressent à l'idée de renouer des liens, il répond avec une sincérité désarmante. Ce n'est pas la guerre qui m'intéresse. Ce qui m'importe, c'est la vérité. Il dit aimer ses demi-sœurs, leur laisser la porte ouverte, leur souhaiter de comprendre un jour les choses par elles-mêmes. Il rappelle que les enfants ne sont jamais responsables des conflits des adultes. Puis vient le moment le plus décisif, le jour où on lui demande s'il a pardonné. La question est simple, presque innocente. La réponse ne l'est pas. Je ne pardonnerai pas certaines choses. Cette fois, il ne parle plus de rancune, il parle de limites. Des limites que l'on se doit de poser pour ne pas se perdre soi-même. Pour la France, ce n'est plus un doute, c'est une confirmation. David ne cherche pas la vengeance, mais il refuse d'effacer ce qui s'est passé. Il refuse de transformer sa douleur en mensonge. Il refuse que la version officielle de l'histoire efface ce qu'il a vécu. Et dans ce refus calme, presque d'eau, se trouve la clé de tout. Il ne juge pas, il n'accuse pas, il ne dénonce pas. Il dit simplement ce qu'il peut accepter et ce qu'il ne pourra jamais oublier. Il confirme que les soupçons de la France avaient un fond de vérité. Ce n'était pas une guerre d'argent, c'était une guerre de mémoire. Ce que David choisit de faire après cette confession va donner un sens totalement nouveau à son héritage personnel. Lorsque l'on regarde aujourd'hui le parcours de David Hallyday, une chose apparaît avec une clarté nouvelle. Dans cette histoire où tout semblait argent, procès et pouvoir, lui n'a jamais choisi le terrain de la confrontation. Il a choisi un autre chemin plus discret, plus difficile, mais infiniment plus sincère. Le chemin de la vérité intérieure. Après des années de bataille autour du nom Hallyday, David renonce à tout ce qui aurait pu nourrir la rancœur. Il abandonne les procédures, tourne le dos aux chiffres, laisse les biens matériels derrière lui. Aucun des objets, aucune maison, aucune archive ne remplacera jamais ce qu'il a perdu. Il le sait. Ce qu'il décide de préserver ne tient pas dans un testament. C'est son lien direct avec Johnny, un lien fait de musique, de regards, partagé de silence qui en disait long de moments qu'aucune exposition ne peut reproduire. Il scelle alors un choix qui dépasse de loin la querelle familiale. Il décide que son héritage ne sera pas une question de possession mais de transmission, avec l'album Requiem pour un fou avec sa tournée, où il réinterprète les chansons de son père avec son respect pour ce que Johnny représentait. David reconstruit ce que les tribunaux n'ont jamais su préserver. Il redonne une âme à ces mélodies qui avaient été accompagnées par tant de déchirements. Il rend à cette musique ce que le vacarme médiatique lui avait volé. Mais ce choix n'est pas seulement une manière de faire la paix avec le passé. C'est une manière de parler aux générations suivantes, à ses enfants qui grandissent loin du tumulte, à Jade et Joy qu'il continue d'aimer malgré la distance, à tous ceux qui, au-delà de la famille, ont vu dans cette guerre le reflet de drames vécus dans leur propre vie. Car derrière les millions et les projecteurs, l'histoire des Hallyday raconte une vérité universelle.
Les familles ne se déchirent pas seulement pour de l'argent. Elles se déchirent pour la place qu'on y occupe, pour le droit d'exister dans la mémoire de ceux qu'on aime. À 59 ans, David ne pardonne pas tout. Il ne peut pas. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement, mais il choisit de ne plus les laisser définir sa vie. Il trace ses propres limites. Il protège ce qu'il reste de lui. Il avance avec une dignité que personne ne peut lui retirer. Et peut-être que là se trouve sa plus grande victoire. Avoir transformé la souffrance en lucidité. Avoir compris que le vrai héritage n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on transmet. Avoir refusé la vengeance pour choisir la vérité. Et vous, que pensez-vous de sa décision? Est-il possible de tourner la page sans tout pardonner?